Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo sur le sel et son importance dans l'histoire des sociétés, mais j'avais surtout parlé des mines et de la nécropole de Hallstatt, un site de l'âge du bronze autrichien, que le commerce du sel a rendu extrêmement important. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir cette vidéo avant de continuer celle-ci si c'est pas déjà fait. Si je vous parle de ça maintenant, c'est parce que le sujet d'aujourd'hui est intimement lié au site de Hallstatt, qui fut à l'origine d'un phénomène social et funéraire très particulier, le phénomène dit des tombes princières celtes. Préparez-vous, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois de vous parler très rapidement des pratiques funéraires pendant les âges des métaux, pour bien comprendre les enjeux de la vidéo. Durant l'âge du bronze, les techniques d'inhumation en tombes collectives héritées du néolithique sont remplacées par des tombes individuelles, mais on note aussi un passage de l'enterrement en pleine terre à l'incinération. Les cendres du défunt étaient alors récoltées et mises dans une urne. C'est d'ailleurs pour cette raison que ces tombes à incinération de l'âge du bronze ont valu le surnom de « civilisation des champs d'urnes » au groupe concerné. Certaines de ces urnes funéraires sont accompagnées d'objets comme des armes ou des parures, et d'autres non, ce qui laisse penser aux archéologues à une montée des inégalités sociales à cette période, du moins pour le traitement des morts. Mais tout ceci va progressivement changer avec les débuts de l'âge du fer et le retour de l'inhumation en terre, mais surtout avec l'apparition de tombes exceptionnelles et longtemps restées entourées de mystères. En 1946, une équipe d'archéologues fouille aux alentours de Vix, en contrebas du mont Lassois, dans le département de la Côte d'Or. Le site, déjà connu, avait été fouillé en 1929 et les différentes campagnes de fouilles avaient permis de mettre au jour des habitats, mais aussi de nombreuses structures de fortification comme des fossés, des talus ou encore des remparts. En ce qui concerne les vestiges matériels, on y a retrouvé de nombreux tessons de céramique et parmi eux des productions grecques, et de grandes quantités d'objets et de bijoux. Au cours d'une nouvelle campagne de fouilles, menée par Maurice Moisson et René Geoffroy visant à rechercher de potentielles nécropoles, les deux hommes vont étudier ce qu'ils pensent être un prétendu fond de cabane, dont les pierres d'assises auraient été remontées du sol par les labours successifs. Dans le courant du mois de janvier 1953, les archéologues vont découvrir qu'il s'agit en réalité des restes d'un ancien tumulus qui a été totalement arasé en surface. Les deux hommes ne s'attendaient donc clairement pas à découvrir l'un des plus imposants tumulus de cette région, avec environ 40 mètres de diamètre pour presque 6 mètres de haut. C'est complètement incroyable. Mais vous allez voir que les archéologues ne sont pas du tout au bout de leur surprise. En effet, la suite des fouilles révèle une chambre funéraire composée à l'origine d'un coffrage en bois, et dont les traces des 4 trous de poteaux sont encore visibles. Malheureusement, le plafond de bois s'est écroulé il y a bien longtemps, endommageant par la même occasion le contenu de la tombe. Mais par chance, le contexte humide de la chambre sépulcrale a ainsi permis la bonne conservation en immobilier, et notamment des objets en bronze. Le mobilier de cette tombe, justement, parlons-en. Cette dernière présente de nombreuses pièces métalliques, mais aussi de nombreux récipients en terre cuite d'origine grecque. Ah oui, et soit dit en passant, je vous rappelle que depuis la Côte d'Or, la Grèce c'est pas à côté, hein, mais on va reparler de ça après. Plus impressionnant que les vases, les archéologues découvrent 4 roues de char dans la tombe. La partie principale de ce char se trouve au centre de la pièce et est accompagnée par les restes d'une femme. Enfin, l'objet à la fois le plus singulier et le plus impressionnant de la tombe se trouve dans le coin nord-ouest. Il s'agit d'un immense cratère en bronze d'une hauteur de 1,65 m. C'est-à-dire à peu près aussi grand que moi. Ouais, je suis pas grand et alors, hein. Bref, il s'agit tout simplement du vase antique le plus imposant jamais retrouvé en dehors du monde grec. Hormis ses dimensions plus que hors normes, rappelons qu'un cratère classique en terre cuite ne mesure généralement pas plus de 40 cm, le cratère de la tombe de Vix présente une qualité de fabrication exceptionnelle. Le bronze utilisé est d'une très grande qualité. La cuve, bien que très imposante, n'est composée que d'une seule pièce attenante au col du vase. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas du travail de rigolo.
Enfin, une dernière donnée et non des moindres est l'origine même de ce vase. Comme nous l'avons dit, il s'agit d'un cratère qui est une production d'origine grecque. En effet, l'étude des décors du cratère représentant des hoplites, c'est-à-dire des soldats grecs, ainsi que d'autres divinités grecques, ne fait aucun doute sur l'origine du vase. Mais alors, une grande question se pose. Au vu des différents éléments relatifs à la fouille de la tombe, on peut alors se demander « Mais qui était cette femme assez puissante pour qu'on associe autant de richesses à sa sépulture ?» Ce qu'il faut savoir, c'est que cette femme est connue sous le surnom de Dame de Vix. Mais d'après les éléments retrouvés que je viens de vous expliquer, certains n'hésitent pas à employer les termes de princesse, voire même de reine de Vix. Le phénomène des élites princières se manifeste à partir de la période que l'on appelle le Hallstatt final, aux alentours du VIe siècle avant Jésus-Christ. Toutefois, les archéologues proto-historiens voient en ces élites princières celtes non pas un phénomène sorti de nulle part, mais le résultat d'un long processus de complexification des sociétés celtes pendant plusieurs siècles, et ce depuis la fin de l'âge du bronze. Ce nouveau phénomène funéraire et social est certainement dû à la stabilisation et au développement des sociétés, et par conséquent la mise en place d'élites sociales de plus en plus affirmées depuis l'âge du bronze. Cette puissance économique et sociale, on l'aperçoit très bien dans les objets qui accompagnent le défunt dans la tombe, et ils sont le fruit de réseaux d'échanges de plus en plus nombreux et de plus en plus importants. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que la Dame de Vix est loin d'être la seule représentante de ce phénomène funéraire, non, loin de là. Les archéologues ont retrouvé plusieurs autres cas en Europe, de la tombe de Hordorf en Allemagne, ou encore celle de Lavaux, à seulement quelques dizaines de kilomètres de celle de Vix. Elles présentent toutes la même caractéristique. Le défunt est accompagné de nombreux objets de valeur de production plus ou moins lointaine, souvent d'un char de parade à 2 ou 4 roues, et de tout le service de vaisselle nécessaire à un banquet pour accompagner le défunt dans l'au-delà. Pour visualiser le truc, vous avez qu'à imaginer que le gars le plus riche du quartier se fait enterrer dans un immense caveau avec sa Lamborghini et l'argenterie de mamie. Bon, par contre, on remarque que ce phénomène ne s'étend pas à toute l'Europe, mais principalement à l'Europe centrale, l'Allemagne, l'Autriche, ou encore l'Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté. Pour le reste, le phénomène ne semble pas être connu, mystère. Il faut bien comprendre qu'au premier âge du fer, les groupes ne sont pas isolés les uns des autres, mais alors pas du tout. Tout le continent européen est connecté par des réseaux d'échanges très précis et à plusieurs échelles. Et c'est là qu'intervient l'une des principales différences entre l'âge du bronze et l'âge du fer, une profonde mutation économique. À partir de 800 avant Jésus-Christ, les échanges sont de plus en plus nombreux en Europe, et plus particulièrement entre les différents peuples celtes et le monde méditerranéen. Ah oui, petite chose. Si on parle d'échange et pas de commerce, c'est tout simplement parce que la monnaie n'existe pas encore à cette époque pour ces régions. Ainsi, pendant plusieurs centaines d'années, de nombreuses ressources précieuses font des va-et-vient des chaque coin du continent. De l'ambre de la mer Baltique qui voyage vers la Grèce et l'Italie, du corail et des vases grecs de grande valeur depuis la Méditerranée vers les terres, sans compter les minerais nécessaires à la production d'objets de valeur, ou encore des denrées comme le sel comme on l'a dit dans la dernière vidéo. Et c'est en prenant le contrôle de points stratégiques sur d'importantes voies commerciales comme la Méditerranée, le Rhône, la Saône, la Seine ou encore le Rhin, que certaines élites sociales se mettent en place. Et ces communications avec la Méditerranée, on les ressent aussi dans d'autres domaines comme l'architecture. Le site de la Hönneburg en Allemagne présente d'importantes caractéristiques de l'architecture méditerranéenne à cette époque. Alors, transfert de connaissances ou commande directe d'un architecte étranger? Difficile de trancher. Aussi, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, Marseille, ou plutôt Massalia, est une colonie grecque fondée en 600 avant Jésus-Christ par les Phocéens. Donc, il est assez facile d'introduire des marchandises grecques ou méditerranéennes dans les terres. Une sorte de mondialisation avec de très gros guillemets en quelque sorte. Pour conclure, on peut dire que le premier âge du fer est une période de profonds changements sociaux. Les inégalités sociales, qui existaient déjà à l'âge du bronze et même au néolithique, ne font que s'accentuer durant cette période. La quête au prestige social a mis en place une société élitaire dont de puissants hommes et femmes sont à la tête. Et ça, c'est une information capitale parce qu'on sait que,
comme c'est le cas pour la dame de Vix, une femme celte pouvait avoir le plus haut rang de son groupe il y a déjà plus de 2600 ans, et ça en dit long sur la société de l'époque. Certains chercheurs pensent que le statut grandissant des femmes à cette période reposerait sur le passage d'une société patrilinéaire, c'est-à-dire une société où c'est le père qui donne son pouvoir à l'enfant, à une société matrilinéaire, une société où c'est la mère qui donne son pouvoir à son enfant. Et quand on y réfléchit bien, ça tient debout. Il y a 2700 ans, les tests de paternité, ça n'existe pas. Donc aucun moyen d'être sûr de savoir qui est le père de l'enfant. Alors que pour la mère, il n'y a aucun doute, jusqu'à preuve du contraire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je trouve ça super intéressant, la façon dont on peut percevoir les mutations des sociétés et des contacts lointains grâce à l'archéologie, et notamment grâce à des tombes comme celle de Vix. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo, il n'y a rien de plus motivant. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle pièce de l'histoire humaine.